Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats semestriels 2024 d'Altamir. Je laisse la parole à Maurice Chéniaud, président et CEO d'Altamir Gérance, et à Eric Sabia, le CFO d'Altamir. Maurice. Merci beaucoup, Claire. Donc, je vais vous épargner la présentation d'Altamir. Je pense que vous la connaissez après pratiquement 30 ans de cotation en bourse. Et on va aller directement sur le marché du private equity au premier semestre 2024. Et comme vous le voyez déjà sur ce premier graphique, le marché a rebondi significativement, puisque en termes d'acquisition de buy-out sur le premier semestre 2024, le montant s'élève à 130 milliards, à comparer à 200 milliards sur toute l'année 2023, donc un rebondissement assez significatif. Il en est de même sur les cessions, puisque vous voyez qu'au premier semestre 2024, il y a eu pour 107 milliards de produits de cession par fusion et acquisition, contre 125 milliards sur l'intégralité de l'année 2023. Je rappelle que les deux autres leviers que sont les introductions en bourse sont restés encore extrêmement modestes au premier semestre 2024, mais par contre que les dividendes recap, c'est-à-dire les marchés de la dette, ont retrouvé un certain dynamisme au premier semestre et ont permis de faire des cessions. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le refinancement de Tom au niveau d'Altamir. Donc, dans ce contexte de marché, comment a performé votre société? Et donc, en termes de croissance de l'actif net réévalué, on a une croissance de 2,7% en incluant le dividende, comparé à 0,9% au premier semestre 2023. Mais ce qui est plus significatif, c'est la croissance moyenne de l'EBITDA de nos sociétés de portefeuille, qui croissent à 13,1% contre 1,4% au premier semestre 2023. En termes de désinvestissement, on a eu un premier semestre extrêmement actif avec environ 152 millions de produits de cession contre 12 millions au premier semestre 2023. Par contre, nous n'avons fait que 2 nouveaux investissements, le même montant que l'année dernière à la même époque, néanmoins pour 70 millions d'euros de valorisation de valeur contre 37 millions au premier semestre 2023. Notre position de cash est pratiquement inchangée par rapport au 31 décembre 23 à 51 millions contre 43, parce que les cessions qui sont évoquées ici ou les investissements ont été signés mais n'ont pas encore été concrétisés et ne se sont pas traduits en sortie de cash ou en entrée de cash. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails, en termes, les 152 millions de désinvestissement, enfin de produits de cession sur le premier semestre, vous le voyez, se compare avec 24 millions sur toute l'année 2023 et même supérieur à l'année entière 2020 avec 124 millions. Donc, on devrait avoir une année qui devrait pratiquement doubler par rapport à ce chiffre. Donc, une très belle année en termes de cession. Nous avons fait donc 3 sessions totales que vous voyez décrites à la page 15. La première session, c'est la session par le fonds 7 Mid Market 10, 72 Mid Market 10 de Cristal, dans laquelle nous avions investi en 2021 et nous avons réalisé 2,7 fois notre mise. L'autre session intéressante, c'est celle par le fonds Apax LLP dans Elphium MedTech, qui est une société dans le secteur de médicaments en Inde, où le montant cédé s'élève à 3,5 fois la mise. Et par ailleurs, nous avons recédé Idealista, dans lequel nous avions investi initialement et nous avions réinvesti aux côtés de QT. Et on avait fait à l'époque plus de 4 fois la mise, et là on vient de faire 2 fois la mise sur ce réinvestissement. Enfin, un investissement, une cession d'un actif de Apax Development Fund qui a réalisé 3,8 millions. En termes de cession partielle, le principal moteur est le refinancement de Tom au mois de février de cette année pour 59,6 millions, ce qui fait que 3 ans après notre investissement, nous avons récupéré exactement l'intégralité des 100 millions que Altamir a investi dans cette société. Par ailleurs, Apax LLP a continué à céder des titres cotés en bourse
Baltic Classified Group et Paycor pour le solde de ces 66,5 millions. En termes de nouveaux investissements et de follow-on, vous voyez sur cette charte que le total pour le premier semestre s'élève à 70 millions pratiquement, à comparer à 81 millions et demi pour toute l'année 2023 et 183 millions sur l'année 2022, et avec 2 sessions complètes. Là encore, je pense que le phénomène va s'accélérer au deuxième semestre et qu'on devrait faire à minima une année comme l'année 2022. Pour plus de détails, ces 2 sessions complètes sont d'une part le réinvestissement dans Crystal, puisque quand 7-2 a vendu au fonds de Goldman Sachs, compte tenu de la belle performance de la société, la décision a été prise de continuer à soutenir cette société en réinvestissant 25% des montants encaissés. Et le nouvel investissement de l'exercice, c'est par le fonds Apax 11, c'est dans une société de software dans le domaine de la paye et de la gestion des ressources humaines au UK. Une société qui s'appelle Zelis. Parallèlement à ça, les fonds dans lesquels nous investissons ont investi 14,3 millions. Ces 14,3 millions ne sont pas les appels de fonds que font les fonds vis-à-vis d'Altamir, mais ce sont les montants investis par ces fonds, et c'est ça ce que nous faisons ressortir. Voilà. Et par ailleurs, on vous fournit l'état d'avancement de ces fonds, et vous voyez que Altaroc 21 est aujourd'hui investi à hauteur de 75%, Altaroc 22 45%, Altaroc 23 12%, Apax Digital 2 à hauteur de 37% et Apax Development 2 à 15%. Donc, c'est notamment les plus anciens vont commencer à pouvoir désinvestir. Et d'un point de vue concret, nous avons fait pour 26 millions de follow-on, et on vous fait ressortir ceux qui étaient de nature défensive, comme Mental Better et Infovista, pour à peu près 6 millions, et 20 millions qui sont offensifs pour permettre à nos sociétés du portefeuille de faire des acquisitions transformantes pour Vitaprotech et Opteven, et pour aider Odigo à finaliser son modèle de transformation en SaaS et pour des acquisitions pour la société américaine Encore Home Solutions. Voilà, donc tout ceci se traduit par un ANR au 30 juin 2024 à 35,52 € à comparer à 35,62 € au 31 décembre 23, mais entre-temps, on a payé 1,08 € de dividendes, ce qui explique les 2,7, le dividende représentant 3%, on n'a que 2,7 parce qu'il y a 10 centimes d'écart entre les deux. Alors, je demande à Eric de nous expliquer comment s'est produit cette création de valeur. Merci Maurice. Donc effectivement, comment peut-on expliquer le passage de la NAV de fin décembre 23 à celle de juin 24? La première explication, c'est la création de valeur. Le portefeuille a créé sur la période 66 millions de valeur, principalement au travers des désinvestissements, donc la partie Realized Gain, où nous enregistrons pratiquement 56 millions de croissance positive et donc de création de valeur. La deuxième sous-composante de la création de valeur, c'est la partie unrealized du portfolio, donc la partie qui est toujours en portefeuille au 30 juin, et la partie encore en portefeuille a créé 10 millions de valeur, pratiquement intégralement liée à l'effet change, puisqu'on voit que l'effet change a joué pour 9,7, soit pratiquement 95% de la création de valeur sur la partie unrealized. La création de valeur sur le semestre étant positive, nous avons enregistré une provision pour carry d'intérêt, une provision complémentaire, puisque je vous rappelle que le portefeuille est valorisé grosse, donc sans la vraie valeur des sociétés, sans tenir compte du carry d'intérêt. Donc nous provisionnons le carry d'intérêt à part, et la création de valeur étant positive, nous enregistrons donc une création un carry d'un peu plus de 5 millions. Nous avons également enregistré des frais sur la période, 21 millions de frais. Ces 21 millions sont à la fois les frais payés directement par Altamir à la gérance et les frais sous-jacents, donc les frais que nous payons indirectement au fonds et donc aux gestionnaires des fonds, dans les fonds dans lesquels nous investissons. Nous avons également le résultat financier qui pèse sur la NAV, sur le semestre. La société utilisant sa ligne de crédit et les taux d'intérêt étant assez hauts en ce moment,
nous avons un résultat financier qui est négatif d'un peu plus de 4 millions d'euros. Et enfin, forcément, comme le disait Maurice il y a un instant, le dividende qui a été payé au mois de mai sort de la NAV de la société et donc entraîne une perte de valeur de la société à fin juin de 39,4 millions d'euros. C'est ainsi qu'on arrive à la NAV à fin juin à 1,296 milliard. Si on rentre maintenant sur le slide suivant dans le détail de la création de valeur sur le semestre, on voit que 3 secteurs tirent positivement la création de valeur, le secteur consumer, le secteur tech and telco et le secteur service. Le secteur healthcare, lui, on va y revenir dans un instant, ayant un effet négatif. Si on rentre un petit peu dans le détail, la partie consumer est principalement liée à l'évolution de Tom, qui continue à enregistrer des performances très positives. Maurice y reviendra dans un instant. Sur la partie tech and telco, 3 sociétés principalement détruit de la valeur. Infovista, Softworks et Pecor. Pecor et Softworks étant des sociétés cotées. Et encore une fois, Maurice reviendra sur tout ça dans un instant. Du côté des bonnes nouvelles, on a Destiny, Greatech, Odin et Odico qui continuent à créer de la valeur sur l'exercice, sur le semestre, à tout le moins. Et enfin, dans la partie service, Crystal, qui, du fait de l'alignement, comme le disait Maurice, de la valorisation sur le prix de cession, a entraîné une création de valeur positive de 17 millions d'euros. Sur la partie santé, healthcare, 2 sociétés reculent principalement. Vayer, puisque nous avons perdu l'investissement, la société s'est placée sous la loi du Chapter 11. Et enfin, Mental Better, qui a souffert sur le semestre. Encore une fois, Maurice vous donnera plus de détails dans un instant. Si on zoome maintenant sur la partie création de valeur, sur la partie unrealized du portefeuille, qu'est-ce qui explique l'accroissement de la valorisation sur ce portefeuille à fin juin? C'est principalement l'EBITDA, on le voit, à hauteur d'un peu plus de 120 millions d'euros. C'est toujours positif de voir que les sociétés continuent à se développer principalement par croissance, et c'est bien l'EBITDA qui tire la création de valeur sur le semestre. Les multiples ont un effet négatif sur le semestre à hauteur de pratiquement 50 millions d'euros. Et enfin, le releverage qui a pu intervenir sur les sociétés et le cash qu'on a pu éventuellement y réinjecter ont également un effet négatif. Et on arrive à cette création de valeur sur la partie unrealized de 10 millions d'euros. Sur la droite, on vous présente le passage de la NAV du portefeuille à fin décembre et à fin juin. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a aujourd'hui un portefeuille qui vaut 1 milliard, pratiquement 1,7 milliard, 1,662 milliard d'euros, malgré les cessions, et surtout grâce au réinvestissement, et encore une fois, à la création de valeur sur la période. Sur le slide suivant, on vous présente le portefeuille au prix de revient. C'est un indicateur que nous suivons, que nous faisons systématiquement en sorte d'avoir un portefeuille, un portefeuille si at cost investi au maximum, et systématiquement au moins égal à la situation nette sociale de la société, qui, même si elle a reculé sur la période du fait des peu de cessions qui sont intervenues et finalisées, puisque il n'y a qu'une fois que les cessions sont finalisées que ça a un effet sur la situation nette sociale, on a pour la première fois un portefeuille qui dépasse le milliard de valorisation, le milliard de prix de revient dans les livres. Et donc, si on le ramène à la slide précédente en termes de valorisation, on voit qu'on a un portefeuille qui est valorisé pratiquement 1,7 fois sur les sociétés qui restent en portefeuille aujourd'hui. Sur le slide suivant, on vous présente les méthodes de valorisation utilisées pour valoriser le portefeuille à fin juin. Et on voit que pratiquement tout le portefeuille, 98%, est valorisé en utilisant des multiples de comparables. Nous n'avons plus aujourd'hui que 1% de sociétés cotées et pratiquement tout le portefeuille est revalorisé et n'est pas au prix de revient puisque nous avons que uniquement 1% du portefeuille qui est valorisé à ce prix de revient. Sur la page suivante, on vous présente l'évolution de l'uplift, qui, je vous le rappelle, est une mesure qui permet de voir si les valorisations du portefeuille sont prudentes ou si elles sont assez agressives. On voit ici que l'uplift a toujours été positif sur les 10 dernières années. Donc, ça nous donne du confort dans le fait que les valorisations à laquelle les sociétés en portefeuille sont cédées sont systématiquement supérieures aux valorisations à laquelle nous avions les sociétés dans nos livres juste avant la cession. Donc, sur 2024, on a un uplift de 32%. Qui ne tient pas compte de toutes les sociétés, mais de celles dont les cessions sont bien finalisées. Sur le slide suivant, on vous présente les engagements résiduels au 30 juin. On voit qu'aujourd'hui, ce niveau a bien baissé. On est à 538,5 millions d'engagements résiduels à fin juin, dont 79 millions d'euros ont déjà été investis, mais pas décaissés, puisque les fonds, je vous le rappelle, ont recours à des lignes de crédit à leur niveau qui leur permettent de différer le règlement des acquisitions.
Et ces engagements sont répartis sur 3 allocations, 2016, 2019, 2023, principalement évidemment sur les dernières, les plus anciennes étant pratiquement intégralement soldées. Sur le slide suivant, on va parler du cash. Nous avons une position cash dans les comptes sociaux à fin juin à moins 51,3 millions d'euros, contre un cash en IFRS à moins 152,4 millions d'euros. Nous avons toujours 135 millions de lignes de crédit disponibles au niveau de la société, 95 millions en direct et 40 millions au travers d'un véhicule dédié. Et la position de moins 51,3 millions d'euros à fin juin se répartit entre un tirage sur des lignes de crédit à hauteur de 60 millions d'euros net du cash en banque et 9,3 millions d'euros de placement dans des obligations. Il est quand même important de mentionner que toutes les sessions dont Maurice a parlé avant, enfin oui, pratiquement toutes, ne sont pas dans le cash puisque c'est d'opérations qui ne sont pas finalisées à fin juin. Donc le cash devrait nettement se redresser sur le deuxième semestre 2024 avec l'encaissement et la finalisation des opérations de cession. Je repasse la parole à Maurice. Merci Eric. Donc, que s'est-il passé entre le 30 juin et aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, la nouvelle la plus importante, c'est l'annonce par 72 ce matin de la cession d'Europe Snacks, qui est un des très vieux investissements puisqu'il est logé dans le fonds 8. Et si vous vous reportez dans sa dernière valorisation au 30 juin, c'est 110 millions d'euros de valorisation. Donc, qui viendrait se rajouter aux 150 millions de cessions qu'on a d'ores et déjà annoncées. Donc, ça nous amènerait déjà à 260 millions si la cession avait eu lieu à la dernière valo connue. Et on espère qu'il y a une uplift sur cet investissement. 72 Bid Market a aussi annoncé un nouvel investissement dans une société hollandaise dans le domaine du software et dans un secteur qu'on connaît bien avec Gretec. Et puis, du côté de Apax, eh bien, ils ont continué à céder leurs titres cotés à Finipay, Genius Sport Group et Baltic Classified Group. Donc, ce seront des distributions qui vont intervenir dans les semaines qui viennent pour nous. Et enfin, le Footworks, qui a été un investissement star, puisqu'en fin 2021, Footworks était valorisé dans nos livres et représentait 10 fois notre mise. Le cours de bourse s'est effondré de 90% et Apax 9, qui détenait 51% du capital, Apax LLP a décidé de faire investir le fonds 11 et de privatiser la société, et avec le fonds 9 qui conserve ses 51% et le fonds 11 qui va acquérir les 49% du marché. Cette opération se fait à un prix supérieur de 30% par rapport à la valorisation au 30 juin, donc, et surtout va se traduire par le fait qu'une nouvelle équipe de direction va prendre la tête et va pouvoir mener des opérations de restructuration qui sont plus faciles à faire en étant privé qu'en étant coté en bourse. Enfin, quand je disais tout à l'heure que le semestre avait été actif, Apax 11 a également annoncé 2 nouveaux investissements. L'un dans Veriforce, qui est donc une société qui fournit des services des services pour des solutions, pour dérisquer certaines solutions d'investissement, et Altus, qui est dans le domaine de la sécurité incendie. Voilà, donc un redémarrage assez fort de l'activité d'investissement. Alors, si on arrive au portefeuille, qui est l'essentiel, puisque la valeur de votre société repose sur la valeur de son portefeuille, comme l'a dit tout à l'heure Eric, nous avons un portefeuille de 72 sociétés valorisées à 1,662 milliard, qui se ventilent entre 24% dans des investissements directs comme TOM ou en co-investissement, 72% au travers des fonds Apax ou 72, et puis 4,4% sur les investissements dans les fonds Altaroc, Capital Dev, Développement Capital et Apax Digital, et cette part va aller croissante. Donc ce portefeuille est bien diversifié par secteur. Comme vous le voyez, 47% dans la tech et telco, 24% dans les services, 25% dans les consumer
et seulement 4% dans le secteur de la santé. Il est bien ventilé également en termes de millésime, puisque 29 sociétés ont plus de 6 ans d'âge, et donc ça, c'est un réservoir pour créer de la liquidité dans les mois et les années à venir. Et enfin, géographiquement, 69% de nos sociétés ont des sièges sociaux en Europe, 23% aux US et 8% dans le reste du monde. Mais il faut savoir que beaucoup de nos sociétés qui ont des sièges sociaux, par exemple en France, sont très internationales et donc la répartition géographique est bien plus diversifiée qu'elle n'y paraît dans ce graphique. Enfin, en termes, vous savez que toute la stratégie d'Altamir, c'est d'investir dans des sociétés en forte croissance. Pour nous, forte croissance veut dire forte croissance de l'EBITDA. Et une façon pour nous de mesurer cette forte croissance, c'est de comparer le portefeuille d'Altamir avec les 35 sociétés non financières du CAC 40. Et si sur les deux exercices 22 et 23, on avait fait jeu égal, voire légèrement moins bien que le CAC 40. Vous voyez qu'au premier semestre 2024, nos sociétés ont été plus agiles et la croissance de leur EBITDA est bien nettement supérieure à celle de l'EBITDA des sociétés non financières du CAC 40. On vous donne en page 33 et 34 un détail pour vous dire que 88% des sociétés en valeur, en fair market value, enfin 88% en fair market value de notre portefeuille a une croissance positive de son chiffre d'affaires, 66% une croissance positive de leur EBITDA, et on vous donne, à titre de référence, on voit que les multiples de valorisation de notre portefeuille au 30 juin 2024 sont quasiment inchangés par rapport sur les 3 dernières années, autour de 14 fois et demi l'EBITDA, ce qui, pour des sociétés leaders sur leur marché et en forte croissance, est un multiple relativement raisonnable. De même que le niveau d'endettement, le levier est inchangé autour de 5,7 fois. Donc, voilà. Et donc, nous arrivons maintenant aux 20 plus grandes entreprises, les 20 plus grosses entreprises du portefeuille qui représentent 72% du portefeuille en fair market value. Comme vous pouvez le constater, nous avons, on peut dire, pratiquement 5 sociétés qui tangentent les 100 millions. Tom, 229 millions après la distribution de 60 millions, voilà. Destiny à 122 millions, Europe Snacks 111 millions, Marlink à presque 100 millions, 98, et Gretec à 88 millions. Et je dirais qu'à l'exception de 3 sociétés, toutes les sociétés sont en valorisation positive, à l'exception de Infovista, qui est valorisé à 32 millions contre 54 millions de Cost, à l'exception de Antoria, qui est valorisé à 24 millions et demi contre 56 millions, et à l'exception de Mental Better, qui est valorisé à 20 millions à 50% du Cost, contre 40 millions. Tout le reste, toutes les autres sociétés sont globalement en territoire positif. Et comme le faisait remarquer Eric tout à l'heure, le portefeuille at cost est à 1 milliard et le fair market value du portefeuille est à 1,6 milliard, donc pratiquement 1,7 fois notre cost. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, nous allons entrer maintenant, décrire brièvement les 20 sociétés qui font 72% de la fair market value par secteur. Donc, en commençant par Destiny. Donc, je vous rappelle que Destiny est un acteur européen majeur dans le domaine des communications unifiées à la demande. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on sait traiter la voix et les datas sur le net, en fait, fondamentalement. Bon, je rappelle que la société était une petite société belge que nous avons aidé à devenir le leader aussi bien en France, en Belgique, en Hollande, en Suède et au Danemark. Et vous voyez que la société continue son rythme de croissance avec 7% de croissance du chiffre d'affaires et 25% de croissance de l'EBITDA. Marlink, qui est un des leaders mondiaux dans la fourniture de communications satellitaires, à la fois pour les navires
et dans les zones reculées où il est très difficile d'accès, là encore, la société continue son parcours absolument remarquable par croissance interne et par croissance organique et par acquisition. Et elle vient d'annoncer une nouvelle acquisition dans le domaine de la cybersécurité pour accroître la gamme des services qui sont offerts aux clients. Gretec, qui est donc un distributeur de software pour l'industrie de building information modeling, c'est-à-dire la conception, le calcul, la simulation, la fabrication dans le domaine de la construction et de l'architecture. Eh bien, la société a deux métiers finalement. Elle est un distributeur, elle est le premier distributeur au monde de Autodesk, qui est le leader mondial de ce type de software. Et par ailleurs, elle offre sa propre gamme de software complémentaire à ceux d'Autodesk. Et la société croît par des surcroissances organiques, mais également par acquisition. Elle vient de faire 2 acquisitions, l'une en France et une aux US. Et là encore, à la fois pour développer l'activité Autodesk et d'autre part pour développer sa gamme de produits, de logiciels propres. Odin, qui a la caractéristique d'être la société de notre portefeuille qui a la plus faible géographie, puisqu'elle couvre qu'une partie de la Hollande. Après un démarrage un peu délicat, Odin, qui finalement est un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés opérés dans le cloud, redémarre avec après un renforcement de son équipe de direction, et la société vient de faire une acquisition qui va lui faire franchir une étape puisqu'elle va entrer dans un nouveau pays qui est la Belgique. Voilà, mais on a beaucoup d'attentes sur Odin. Odigo, un parcours qui a été... Odigo, je rappelle que c'est un des leaders des solutions de contact center, en fait, qui permet aux grandes entreprises de répondre à leurs demandes clients, qu'elles arrivent par mail, par la voix, par toutes sortes de mécanismes. Et donc, Odigo devait transformer son modèle pour passer en pur SaaS. Ça a été un processus qui a été beaucoup plus long qu'anticipé, qui a entraîné que nous avons dû remettre de l'argent au pot dans cette société. Mais ça y est, ce transfert est réalisé et on en voit les premières conséquences avec une croissance de 160% de l'EBITDA sur l'exercice et avec aussi on avait entraîné par une nouvelle équipe de direction et un nouveau dirigeant, un nouveau PDG à la tête de cette entreprise. Vitaprotech est donc un leader français de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles ayant des besoins de sécurité élevés, que ce soit par software ou par des protections physiques. La société vient de faire une acquisition transformante pour acheter un confrère aux États-Unis. Cette opération n'est pas encore terminée, elle devrait intervenir au Q3. Et par ailleurs, la société a fortement renforcé son équipe de direction, mais elle a souffert au premier semestre, je dirais à la fois des coûts entraînés par ce renforcement et d'autre part par quelques retards à l'allumage de certains contrats. Infovista, donc Infovista est une de nos problem situations, comme on l'a vu. Infovista, je rappelle, est le leader mondial dans les solutions logicielles d'amélioration de la performance des réseaux. C'est-à-dire, globalement, Infovista vend aux opérateurs télécoms. Comme les opérateurs télécoms ont souffert au cours des 2 dernières années, chaque année, le marché se restreint et la société doit donc mettre en œuvre des plans de réduction de coûts pour s'ajuster à ces nouveaux volumes. Le premier semestre a été, dans ce terme, difficile. Néanmoins, la nouvelle équipe de direction a été mise en place. Deuxième nouvelle positive, la société a pu renégocier dans des conditions relativement raisonnables sa dette vis-à-vis des prêteurs. Et enfin, le trimestre en cours semble montrer que la situation est en train de se stabiliser et donc que le marché commence à frémir. Expereo
également une performance en demi-teinte, car d'un côté, je rappelle que Experio est donc un acteur majeur de la connectivité, de l'accès managé à Internet à l'échelle mondiale. Historiquement, Experio vendait au travers des opérateurs télécoms et au moment de notre entrée au capital, nous avons pris la décision de vendre en direct aux entreprises en espérant maintenir les relations avec nos distributeurs qui étaient les opérateurs télécoms. Pendant plusieurs années, on a à la fois grandi très fort en direct sans trop de retours négatifs de la part des opérateurs télécoms, mais depuis 18 mois, ils se sont réveillés et donc d'un côté, les ventes en direct continuent à progresser fortement, mais les ventes au travers des opérateurs télécoms se réduisent. Donc, c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation. Mais à terme, la stratégie d'aller en direct est la bonne. Et en plus, nous venons de renforcer l'équipe de management avec un nouveau dirigeant de l'entreprise qui était déjà dans l'entreprise puisque c'était le CRO de l'entreprise. Voilà. En termes Efficie, c'est à peu près la même l'histoire, si ce n'est que là aussi un démarrage un peu lent, mais mise en place d'un nouveau dirigeant avec des ambitions fortes en termes de croissance interne et de croissance externe. Crystal, comme vous le savez, est entré dans le portefeuille de Seven2 en 2021. Sous l'égide de Seven2, la société a fait plus d'une vingtaine d'acquisitions, dont 2 transformantes. Et de ce fait-là, 3 ans après notre entrée au capital, la société a été vendue au fonds Goldman Sachs avec un engagement de Seven2 de réinvestir en minoritaire à hauteur de 25%. AEB est donc un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires, principalement le vin, il ne faut pas se tromper, un peu la bière. AEB est confronté à un marché qui est en régression, les récoltes sont en régression depuis plusieurs années et l'année 2024 s'annonce du même cru, à savoir une baisse encore très significative des volumes. Néanmoins, dans ce contexte, AEB est parvenu à maintenir son chiffre d'affaires, grâce à une très bonne gestion, à améliorer son EBITDA. Et puis, elle a cédé une société que nous l'avions aidé à acheter en notre entrée au capital, qui était au Danemark dans le domaine de la filtration pour le business de la bière. Et finalement, on a pris la décision de la revendre pour se reconcentrer sur le business central. Opteven, dans le domaine des services, Opteven est un des leaders européens des services et produits d'assurance automobile. La société a connu un très bon premier semestre et est venue à s'ajouter à cela une acquisition au mois de juin d'un confrère dans la partie germanique, en Allemagne, en Autriche. Et donc, ça devrait aider au positionnement européen de l'entreprise. Assured Partners est un courtier d'assurance américain qui suit une stratégie de buy and build. 470, la société a réalisé plus de 470 acquisitions depuis sa création et elle continue à croître aussi bien en organique que par acquisition à 15% par an, aussi bien son chiffre d'affaires que son EBITDA. Antoria, notre deuxième situation de problème, Antoria, que je vous rappelle, qui est donc le deuxième courtier grossiste en France, souffre principalement, la société, après avoir connu un passage à vide, s'est bien redressée avec une nouvelle équipe de direction, mais le problème majeur auquel est confrontée l'entreprise, c'est son endettement qui la met à risque par rapport à ses prêteurs, et c'est la raison pour laquelle, même si l'entreprise performe au plan opérationnel, la valorisation est en déclin sur le semestre. PIP Group est une société britannique qui suit la même stratégie que Assured Partners, un courtier d'assurance, etc., qui a fait 75 transactions depuis que 2021, quand Apax est entré à son capital. Et surtout, la société se développe en dehors du UK avec 58 des acquisitions qui ont eu lieu en dehors sur l'Europe continentale.
TradeMe est donc une place de marché extrêmement dynamique en Nouvelle-Zélande. C'est le sologé.com, c'est le numéro 1 pour les ventes de voitures d'occasion, mais la société souffre du fait que le marché néo-zélandais est en récession, et donc malgré cela, elle arrive à faire une performance intéressante, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que d'EBITDA. Toi, Dixi, c'est le leader européen des toilettes portables, pour dire les choses très simplement. La société a souffert au premier semestre, aussi bien sur le marché allemand que sur le marché US. On espère qu'elle va se redresser au Q3 avec deux grands événements qui ont été les Jeux Olympiques et l'Euro 24, et également des actions majeures qui ont été prises aux États-Unis. On arrive au secteur consumer, donc comme on l'a dit, le moteur de ce secteur, c'est Tom, qui a continué à très bien performer au premier semestre, malgré un environnement qui devient de plus en plus difficile, puisque l'augmentation drastique du prix de l'or complique très fortement le positionnement de l'entreprise, puisque notre positionnement, c'est de rester un panier attractif, un panier moyen attractif à 50 €. Et bien évidemment, quand l'or augmente de manière significative, c'est un défi que de maintenir ce prix. Mais la décision qui a été prise, c'est de ne pas augmenter nos prix de vente et de rester, de gagner sur les volumes. Et voilà, donc, mais bien évidemment, la société, en termes d'EBITDA, doit absorber les surcoûts liés au prix de l'or et les surcoûts liés à l'inflation. Néanmoins, elle est tirée par le e-commerce on progresse en like for like, de manière plus modeste, 10% de croissance en e-commerce, et enfin l'acquisition d'Agatha commence à avoir un impact significatif, notamment par son développement en Chine. Europe Snacks, comme on l'a dit, sous l'égide de 7-2, la société a triplé son chiffre d'affaires. Elle est devenue le leader incontesté sur le marché français, espagnol et UK. Et donc, c'est grâce à cette forte dynamique que nous avons pu la vendre. Et donc, la cession est anticipée pour la fin attendu pour fin octobre, de même d'ailleurs que pour Marlink. Enfin, Mental Better, troisième problem situation. Là, le problème est simplement que donc je rappelle que Mental Better, c'est donc comment dirais-je, une société, un fournisseur néerlandais de soins ambulatoires pour les troubles de la santé mentale de gravité légère ou moyenne, que ce sont des cliniques de jour, donc, et que là, finalement, l'inflation salariale ne peut pas être répercutée dans les prix de vente, et donc, même si on a une croissance du chiffre d'affaires que vous constatez, elle ne se traduit pas par une amélioration de l'EBITDA, mais une réduction de l'EBITDA. Et d'ailleurs, nous enregistrons exactement la même problématique dans une société américaine qui s'appelle Eating Recovery Center, où la problématique est strictement la même. Mais bon, avec le passage du temps, on devrait pouvoir progressivement passer les augmentations de prix et retrouver de la croissance de l'EBITDA. Voilà pour ce qui est du portefeuille. Je dirais que dans l'ensemble, sur les 72 sociétés du portefeuille, mis à part les 4 ou 5 que j'ai évoquées qui avaient des situations un peu compliquées, l'ensemble du portefeuille se passe relativement bien. En page 49, on vous présente, comme toujours, la performance d'Altamir en termes de progression de son actif net réévalué par rapport à nos confrères, à notre benchmark de LPX Europe. Vous voyez que sur 10 ans et 5 ans, Altamir continue de surperformer l'indice. Néanmoins, la surperformance se réduit pour la raison très simple, qui est que ce que vous voyez sur 3 ans, eh bien, nous sous-performons depuis 3 ans notre indice, et il n'y a que sur les 12 derniers mois qu'on reprend un peu de dynamisme, mais on espère que on va recréer notre écart dans les années à venir.
La politique de dividendes que nous suivons du fait de la décote sur le titre donne un rendement en payant 3% de l'ANR, ça donne 4,3% de rendement pour les actionnaires, donc ce qui est sympathique, je dirais, aujourd'hui, qui est mieux que l'inflation. Et enfin, en termes de total shareholder return, là, nous surperformons nos deux benchmarks qui sont LPX Europe et CAC Mid and Small sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans. Et il n'y a que sur les 12 derniers mois que LPX Europe a fait mieux que nous, mais à nouveau, nous espérons rattraper ce retard. Je rappelle qu'en termes d'objectifs, en 2020, avant 2020, je donnais des objectifs annuels, mais comme notre métier est cyclique, j'avais anticipé qu'il valait mieux raisonner sur moyen terme dans notre métier, et j'avais donné une moyenne sur les 5 années à venir, de dire qu'on devrait investir en moyenne 170 millions par an, en moyenne, qu'on devrait désinvestir 230 millions, et qu'on devrait avoir une création de valeur, croissance de l'EBITDA organique de nos sociétés de 7% minimum, ce 7% étant le chiffre magique qui permet de faire 2 fois sa mise, toutes autres à condition de température et de pression identiques. Donc, si on prend en compte les réalisations 2023 et 2024 et la moyenne 2021, 2022, 2023 et premier semestre 2024, on voit que nos 170 millions, on les bat puisqu'on a fait 201 millions d'investissements sur les 3 ans et demi, qu'en termes de désinvestissement, on est à 267 millions par rapport aux 230 que j'avais annoncé. Et en termes d'EBITDA growth, on est autour de 14%, mais qui inclut la croissance externe, mais donc qui fait que on n'a pas le breakdown entre l'organique et l'externe, mais on pense que ça nous donne effectivement une croissance de 7% de l'organique. En conclusion, je vous rappelle que pourquoi vous devez rester investi dans Altamir. On a une proposition unique qui est de vous donner accès aux investissements des fonds Apax ou 7-2, que notre stratégie, c'est d'accompagner des entreprises en forte croissance avec des stratégies long terme, qu'on vise un rendement annuel de 4 à 5% par an en termes de distribution de dividendes et une croissance à 2 chiffres du total shareholder return, que nous avons une politique de risque qui est relativement contenu, puisque nous avons un portefeuille qui est très diversifié par secteur, géographie et maturité, qu'on a un effet de levier du portefeuille qui est raisonnable, que notre politique de valorisation, comme vous le voyez dans l'uplift, reste toujours prudente, que nous gérons le cash avec parcimonie et qu'enfin, on n'a pas de dette structurelle au niveau d'Altamir, on ne fait pas du levier sur du levier. Et enfin, vous avez une équipe dirigeante qui est expérimentée et qui est motivée en ayant 65% du capital. Et enfin, Altamir est un véhicule efficient en termes fiscaux. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de rester investis dans Altamir. Nous vous remercions, Eric, Claire et moi, de la confiance que vous nous témoignez, et on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, et on vous donne rendez-vous à la prochaine réunion semestrielle qui présentera les résultats du 31 décembre au mois de mars prochain. Merci de votre attention, merci de votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir.